Mes chères spectatrices, mes chers spectateurs, je suis Isabelle, la directrice du cinéma Le Grand Action, et il s'agit de notre événement de rentrée qui annonce une saison qui va évidemment être absolument éblouissante. Et quelle joie de l'ouvrir cette saison avec la première du film Bonjour la langue, réalisé par Paul Vecchiali, dernier film de Paul Vecchiali, et c'est donc un dialogue improvisé entre Paul Vecchiali et Pascal Cerveau. Pascal, je te disais à quel point j'ai été émue de te recevoir, émue de te recevoir sur ce film que j'ai revu cet après-midi, et je l'ai revu avec une émotion, mais absolument, mais je ne pensais pas, c'était ma troisième vision, je ne pensais pas qu'il arriverait à générer une telle émotion. Vous savez à quel point ici on aime Paul Vecchiali, hein, aller jusqu'à lui donner le nom d'une salle. Alors pourquoi Paul Vecchiali? Pour son œuvre, évidemment, pour son œuvre, et pour sa personnalité. C'est vraiment un double choix, parce que c'est quelqu'un qui a toujours travaillé en toute indépendance. Né en 1930, comme Jean-Luc Godard, et polytechnicien, parce que sa maman l'avait souhaité. Il a eu son diplôme de Polytechnique, après il a dit « Maman, je suis polytechnicien, et bien maintenant, je vais faire du cinéma. » Et il a continué. Moi, quand je l'ai rencontré, il avait plus de 80 ans, c'était sur Nuit Blanche, sur La Jetée, 2015, et il avait des problèmes avec son distributeur. Il a dit « Je reprends mon bâton de pèlerin, je redeviens distributeur. Isabelle, il faut que tu m'expliques comment ça se passe. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de distribution, comment ça se passe, le marché, tout ça. C'est incroyable. C'est une personnalité unique, et son indépendance, son indépendance intellectuelle, son indépendance en termes de création, il nous le prouve là, vraiment, jusqu'au bout. Donc, quel bonheur de vous accueillir, vraiment, Pascal. Merci. Déjà, je voulais te remercier, parce que pour ta fidélité à Paul, au travail de Paul, et aussi pour avoir le courage de sortir ce film, qui est montré en exclusivité à Paris, ici au Grand Action. Oui. Et je voulais remercier aussi Gaël Pécher, qui est le distributeur du film. Gaël Pécher, La Traverse, alors la salle de l'applaudissement pour Gaël. Très courageux distributeur indépendant, distributeur et éditeur aussi. Hein, tu poursuis ton travail d'accompagnement des films, tu le poursuis aussi par un travail d'édition absolument magnifique. Vraiment le tour, tout aussi en toute indépendance. Vraiment, c'est un bonheur de travailler avec toi, Gaël, tu sais ça. Et il viendra en deuxième partie de soirée. Absolument. Nous, on sera assis, ce sera Gaël qui sera là. C'est lui qui va parler. Et moi, je n'ai pas grand-chose à dire en début de séance. Je préfère que vous découvriez le film. Je voulais juste dire que j'étais très ému que vous soyez là, donc pour remercier d'être là. Et ajouter peut-être, j'imagine que si Paul était là ce soir, il dirait une chose, parce qu'il avait un côté un peu... Il aimait bien la performance, il aimait bien le sport, donc la performance. Et je crois qu'il ajouterait, effectivement, c'est un film improvisé, et c'est l'intégralité de l'improvisation que vous allez voir ce soir sur l'écran. Voilà, je pense qu'elle ajouterait ça. Et donc, je vous souhaite juste une bonne projection, et donc, si vous voulez, je serai là à l'issue de la séance pour en discuter avec vous si vous avez des questions, si vous avez envie de parler. Parce que effectivement, la vision de ce film improvisé appelle de nombreuses questions, et donc ça va être un bonheur d'échanger avec toi ensuite. Donc surtout, restez après la projection que je vais lancer, non sans avoir salué le magnifique travail de Jean Bernard. Jean Bernard est attaché de presse, lui aussi il est très discret, mais je vais quand même le remercier, parce que la presse est incroyable. J'ai rarement vu un tel concert de louanges, dit de façon très différente. Certains écrivent de façon très naturelle, très directe, comme Paul Filmé, en fait. D'autres, c'est un rapport plus intellectuel au cinéma de Paul, mais le tout forme vraiment un corpus incroyable. Et c'est magnifique. Vraiment, bravo Jean Bernard. Bon, allez, assez parlé. Bonne production.
Pascal, tu n'as qu'une partie des applaudissements. Là, tu as loupé. Oui, magnifique. Écoutez, je comprends la ferveur de vos applaudissements, car comme je vous le disais tout à l'heure, moi-même j'ai été totalement bouleversée lors de cette troisième vision. C'est mon émotion m'a accueillie. Je ne m'attendais pas à être retournée comme ça. Alors, l'histoire de ce film, vous la connaissez peut-être. Paul avait un autre projet, une adaptation de La Chienne, hein, le grand film de Jean Renoir, et le film est coûteux, a du mal à se faire, etc. Et pendant la gestation de ce film, arrive ce projet. Oui, Paul avait toujours un projet. Il ne pensait que au moins un projet. Voilà, au moins un projet. Il voulait toujours tourner. Et pendant très longtemps, il y a eu ce projet de La Chienne qui a beaucoup bougé. En tout cas, le film était prêt. Le problème était de trouver évidemment des financements. Et je pense qu'à un moment donné, il a compris, même si ils avaient eu l'air de jouer dans le film, il avait donné son accord, il a quand même compris qu'il n'arriverait certainement pas à faire le film. Et il m'a appelé et il a dit Pascal, faisons une improvisation. J'aimerais beaucoup faire un film improvisé pour toi. Voilà. Au départ, il a juste dit qu'il voudrait faire une suite du Cancre que nous avions tourné ensemble en 2016. Et je lui ai dit bah non, Paul, tu meurs à la fin du Cancre, donc tu ne peux pas faire de suite. Et il a dit mais c'est pas grave. Voilà. Et après, il voulait absolument qu'on fasse un film où il serait où je jouerais le père, moi le fils, et il voulait surtout qu'on se dispute, qu'on règle des comptes. Et moi, ça ne m'intéressait pas tellement, j'aime pas tellement les films de règlement de comptes en famille. Donc j'ai dit non, je trouve ça pas très bien, je pense qu'on peut trouver autre chose. Bref. Et du coup, pendant à peu près 2 ans, on s'est parlé au téléphone, sans se voir, de cette improvisation, de ce film improvisé qu'on pourrait faire. Et je lui ai proposé des choses qu'il a refusées, il m'a proposé des choses que je refusais. Et finalement, on est venu quand même à imaginer un film entre un père et un fils. Après, je disais, mais pourquoi pas toi et moi, on improvise, c'est Pascal, je suis Pascal, c'est Paul. Bref, et on parlait tellement de ça, et on cherchait un titre, dans l'idée que peut-être le titre nous mettrait sur une piste pour raconter quelque chose. Et il me proposait des titres que je ne trouvais pas bien, où je disais non à chaque fois, et moi je n'en avais pas à proposer. Et puis un jour, au mois de juin, donc on a tourné le film à l'automne 2022. 4 octobre 2022, voilà, par exemple. C'est ça. En juin 2022, il m'appelle et il me dit ça, il y a le titre, ça s'appelle Bonjour la banque, et c'est non négociable. Donc ça faisait beaucoup rire en réponse à Adieu au langage de Jean-Luc Godard. Et il a dit on tourne cet automne. Donc je lui ai dit très bien, voilà, tournons cet automne, mais préparons cette improvisation parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire. Il m'a dit si, je t'envoie quelque chose. Et il m'a envoyé un document Word où il y avait juste 3 parties. Une première partie, les retrouvailles entre un père et son fils, dans la cour de sa maison à Meyerling, dans le sud. La deuxième partie, le déjeuner, où on se rapproche un peu plus, on est un peu plus complices. Et la troisième partie, où il y avait un gros point d'interrogation, où il avait fait un gros point d'interrogation. Et voilà, c'est tout ce qu'il y avait comme document. Et j'ai dit, bah, voyons-nous dans cet été. Et moi, j'avais une grosse hantise par rapport à cette improvisation, c'était qu'on parle, qu'on fasse du bavardage, quoi. C'est-à-dire que ce ne soit pas du tout intéressant, que ce ne soit pas du tout incarné par une émotion, un sentiment. Donc je me suis dit, il faut quand même qu'on se donne des éléments de fiction et des enjeux l'un avec l'autre pour que ce soit vivant, quoi, intéressant. Bref, finalement on ne s'est pas vu l'été. Et je me suis raconté des histoires.
de mon côté. Et je suis venu 2 jours avant le tournage dans l'espoir qu'on travaille ensemble. Et je suis arrivé le jour donc je suis arrivé à Majorline, c'était en soirée. Je suis descendu du train, voilà, Malik est venu me chercher en voiture, comme d'habitude. Et j'arrive à Majorline et Paul était devant la télé, dans un siège médicalisé, en train de regarder un John Ford. Voilà, et en fait, on a regardé 2 John Ford ensemble. C'était la charge héroïque, avec John Wayne qui part à la retraite. Et on est très émus par le film. Yellow. C'est ça. Et donc, Paul a versé sa larme. Je l'ai accompagné quand John Wayne reçoit son cadeau par ses officiers sur ses lunettes pour lire le petit message. Et après ce film, il m'a dit écoute, je suis trop fatigué pour travailler, donc je ne vais pas travailler. Voilà. Il m'a dit il faudrait juste que tu apprennes un poème. Il m'a donné ce poème à apprendre et après nous avons tourné. Donc le lendemain, j'ai travaillé tout seul dans mon coin. Je n'ai pas lu Paul et le surlendemain, nous avons tourné. Voilà. Et juste la seule indication qu'il m'a donnée avant l'action, le premier action, il m'a dit ça serait quand même pas mal qu'on cite des films de Godard. Voilà. Et Alors, sur le plan narratif, pour qu'on soit bien d'accord et pour qu'on puisse apprécier à juste mesure tes immenses capacités d'improvisation et de rebondissement face à une situation absolument inattendue, ce qui était décidé, c'était le décès de la mère et de la sœur, donc de Françoise et Edith, c'est ça. Les 3 parties, le découpage en 3 parties, voilà. Le décès. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme élément posé? Je m'appelais Jean-Luc. Tu t'appelais Jean-Luc, il s'appelait Charles. Vos métiers respectifs? C'est moi qui avais insisté pour qu'on ait des métiers. Parce que ça me m'aidait à imaginer des choses. Donc je me suis imaginé musicien, voilà, je l'avais un peu par des heures. En fait, je reprenais un peu le personnage que vous n'avez peut-être pas vu, du cancre. Qui a vu le cancre ici? Ah, bravo. Moi, dans mon imaginaire, je reprenais un peu ce personnage-là en le précisant. Je me disais que j'étais quelqu'un qui était musicien, qui galérait un peu dans la vie, qui avait pris un peu ses distances avec sa famille, etc. Et je lui ai dit, toi, Paul, t'es décorateur d'intérieur. Je trouve ça super bien. Voilà. J'avais peut-être vu dans ses films, mais il a un goût pour la décoration un peu particulier. Et donc, en tout cas, moi, ça me permettait l'important, c'était de quand même être un masque de fiction pour nourrir les choses et pour qu'on puisse aussi s'amuser, c'est jouer, quoi, et pas juste parler entre Paul et moi. Enfin, voilà. Donc, c'est les éléments, vous les avez, les 3 parties, les métiers, la disparition de la partie féminine de la famille, et c'est tout. Et tout le reste, là, c'est ce grand magicien de Paul, qui est Paul Vecchiali, qui l'apporte comme ça pendant le tournage. C'est ça qui est incroyable. C'est notre rencontre, c'est notre conversation, enfin notre dialogue. Je ne sais pas si c'est un. Oui. Je veux parler de la révélation finale. Ah non, la révélation finale, c'est une révélation finale. Enfin, c'est une révélation, c'est pas mis en place à la France, non, pas du tout. Mais rien n'est mis en place. Je pense bien, en connaissant Paul, qu'il marinait. Il disait, il faut quand même trouver quelque chose pour la dernière partie. Donc, un espèce de coup de théâtre, mais je ne l'ai pas vu venir, en tout cas. D'autant plus que dans l'improvisation, je lui pose moi-même la question si je suis bien son fils. Donc, peut-être que malheureusement, il n'est pas là pour répondre, mais peut-être que c'est ça qui lui a donné l'idée, ou peut-être qu'il avait l'idée bien avant, je ne sais pas. Avec Paul, on ne sait pas. Il avait vraiment derrière la tête. On ne savait pas non plus que moi j'ai imaginé. Après, ce qui est assez émouvant pour moi, c'est qu'on a tous les deux démarré l'improvisation un peu sur le même pied, à savoir rêve ou réalité, quoi. Moi, je m'étais dit, je vais démarrer sur le fait est-ce qu'il rêve ou est-ce que c'est vrai. Et en fait, c'est lui qui a pris la parole en premier, et c'est la première, je me souviens plus exactement de ce qu'il dit, mais il évoque le fait que c'est peut-être est-ce que tu es bien là ou est-ce que c'est un rêve. Donc ça, c'était assez émouvant de voir qu'on était un peu on était parti sur une idée sans s'en parler sur un même terrain.
Par contre, le fait qu'il utilise en flashback des extraits du Cancre, ça, tu ne le savais pas. Mais surtout, c'était pas prévu. Ouais. Parce que j'étais rigoureusement contre l'idée de faire la suite du Cancre, donc. Et donc, quand il m'a annoncé ça, il était en train de monter le film, il m'a dit Pascal, j'ai donc utilisé des images du Cancre et j'étais très énervé. Je lui ai dit, bah non, tu n'utilises pas des images du Cancre, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes personnages, ce n'est pas la même histoire. Il m'a dit, mais si, tu verras. Et en fait, j'étais donc énervé parce que pour moi, il y avait quelque. Paul, voilà, il avait un certain côté un peu. Il n'allait pas perdre. Donc, il y avait une espèce de. On va dire. Moi, je prenais ça comme un truc où il utilisait des images pour détourner ce qu'on avait fait. Et donc c'est pour ça que ça m'énervait beaucoup qu'il utilise des images du Cancre. Et finalement, quand il a fait une projection ici pour tester, enfin pour montrer le film devant nos amis, j'ai découvert le film et j'ai donc vu qu'il avait ajouté ces images du Cancre et j'ai été d'accord. J'ai trouvé ça très beau. Enfin, je trouve que ça ramène l'histoire dans cette relation, évidemment, puisqu'il y a quelque chose d'assez efficace avec le cinéma. C'est-à-dire qu'il y a des images qui datent de 10 ans avant et 10 ans après, et c'est immédiat. C'est-à-dire qu'il y a tout de suite une histoire, enfin un passé en tout cas commun. Donc je trouve que c'était assez habilement fait, et donc je lui ai dit qu'il avait raison d'avoir utilisé ces images du Cancre. Alors, avant de vous passer la parole, on va saluer deux grandes figures véquialiennes, Fabienne Bab et Philippe Bottiglione, qui sont dans la salle. Philippe qui a fait l'image du film. Qui a fait l'image. Et Philippe qui a fait l'image et qui est à l'image, d'ailleurs, qu'on voit en vignette à la fin. Tout à fait, tout à fait. Bon, alors, maintenant, à vous la parole. Qui commence? Qui a une question, un commentaire, une réaction à chaud? Alors, hommage à Jean-Luc Godard. Mais est-ce que secrètement, bonjour la langue, c'est pas un clin d'œil à Jacques Lang? Donc Jean-Christophe Bouvet, qui est aussi un acteur véquialien, Ça aurait fait rire Vécali, par exemple. Ça aurait fait rire Vécali, absolument. Sur l'hommage à Jean-Luc Godard, moi je ne peux pas trop me prononcer, je ne suis pas un grand cinéphile, et je pense que c'est le rapport que Paul a entretenu plus ou moins avec Jean-Luc Godard, et c'est des choses qui lui appartiennent. Moi je ne me sens pas du tout légitime pour en parler. Je peux m'imaginer des choses bien sûr, mais je ne pourrais pas me développer en tout cas. Jean-Luc Godard m'avait pris pour le cinéma de Vécali, mais en fait c'était Jean-Claude Guiguet, Les Passagers, qui avait beaucoup impressionné la scène dans Les Passagers où je parle de la trisexualité. Ça avait beaucoup amusé Godard en fait. Il était pudique, il ne voulait pas. C'est Anne-Marie Neville qui m'a raconté ça, qui m'a dit donc. Alors, il faut rappeler donc que Paul Vécali et Jean-Luc Godard sont nés tous les deux en 1930. Et ce qui est incroyable, ce que tu nous rappelais tout à l'heure, Pascal, c'est qu'en juin, Paul t'appelle en disant « Ça y est, j'ai trouvé le titre, bonjour la langue ». Et Jean-Luc Godard meurt le mi-septembre, je me souviens plus, le 13 septembre, 17 septembre, enfin mi-septembre, c'est-à-dire 15 jours avant le tournage de Bonjour la langue. Et donc après que Paul ait choisi le titre. Ouais. Oui, ça Ça fait... c'est des hasards. Après Paul, avec cette capacité quand même, je ne sais pas si c'est de l'inconscient, si c'est les grands esprits, les esprits qui tournent autour de lui du cinéma, mais en tout cas il avait la capacité de déclencher des accidents comme ça, ou des coïncidences. Mais je sais plus.
Je voudrais savoir si c'est possible de voir Le Cancre, si une programmation serait possible, et d'autres films de Vecchiali. Ah mais tout à fait. Ça monte. Absolument. Tout à fait. C'est tout à fait prévu et nous avons de grands projets avec Gaël Técher, fondateur de La Traverse, dont j'ai chanté les louanges en présentation. Donc oui, on a de très grands projets et nous allons ressortir, en tout cas on va vous présenter énormément un cycle aussi exhaustif que possible de films de Paul Vecchiali. Absolument, tout à fait, évidemment. Et je crois Bien sûr. en particulier les 10 dernières années. Et donc, Ouais. effectivement, qui comprennent. Gaël. Non, mais en particulier, pardon, pour répondre à ça, on a envie effectivement de faire un cycle Cerveau Vecchiali. Vu qu'ils ont tourné combien 8 films 7 longs et un court, Oui. et une bande-annonce. Et les grandes annonces. Voilà. Donc voir ce que c'est, comme Monsieur Jean-Christophe Bouvet, qui est donc un ami proche de Jack Lang, a été pendant les années 70 le grand acteur vecchialien. Pascal a été le grand acteur vecchialien de toutes les dernières années. Donc, et donc ça fait partie des projets. On voulait vous donner une date ce soir, mais pour différentes raisons, on ne peut pas vous la donner, mais c'est vraiment prévu dans les mois qui viennent, absolument. Et d'ailleurs, je profite juste pour revenir là-dessus, c'est que sur l'aspect improvisé, c'est quelque chose qui existe dans le cinéma de Paul, quand même s'il écrivait, c'était très précis au niveau de l'écriture, mais il y a quand même quelques expériences cinématographiques, notamment une autre qui a été faite avec Françoise Lebrun, dont un film qui s'appelle Trop de mémoire, mais aussi dans un des préférés de Paul Vecchiali, mais ça malheureusement je ne suis pas sûr qu'il sera reprojeté, un film qui s'appelle La Machine, dans lequel Jean-Christophe Bouvet improvise notamment une grande partition. Bref, essayez de voir La Machine, ça existe en DVD. Je ne sais pas si... Il y a improvisation et il y a des scènes que j'ai écrit moi-même mes dialogues. La scène du jugement, où j'ai écrit mon texte, et puis la scène de la psychanalyse, voilà, c'est une improvisation. Alors, l'idée, c'est évidemment d'accompagner Bonjour la langue. Ah, vous connaissez le travail que nous faisons, Victor qui travaille en programmation avec moi, et moi, vous savez qu'on tient les films jusqu'au bout, on se bat, etc. Donc on va accompagner Bonjour la langue de différentes façons. Encore une fois, j'aurais aimé vous dire, voilà, à telle date on va faire ça. Là, c'est compliqué parce que la rentrée cinématographique est très dense, très compliquée. Mais en tout cas, ma chère spectatrice, soyez vraiment sûre qu'on va vraiment accompagner Bonjour la langue, ça c'est sûr et certain. Il y a des questions, je crois. Non, mais concrètement, vous avez tourné comment? C'est-à-dire, il y a une prise, s'il y a une prise, du coup, il y a 2 caméras. Enfin, comment ça se passe? Comment ça se passait? Il y a une prise, il y a 1h20 de rush et 1h20 de film, et il y a les 2 caméras. Voilà. Et qu'est-ce qui se joue pour un acteur à ce moment-là? Enfin, si tu rentres dans l'arène, tu es dos au mur, hein, enfin, c'est quoi quels sont les impulses, enfin, les segments d'énergie? Je ne sais pas, ça me paraît fou. Rentrer dans l'arène, un peu, oui. Surtout le dispositif, comment c'était filmé, j'étais assez libre de... C'est moi qui choisissais la distance que je gardais pas à l'épaule dans la première séquence. Quand est-ce que tu penses parce que en fait, on a l'impression que c'est très très écrit, à part quelques rares moments. Mais à quel moment tu arrêtes d'écrire et où tu es vraiment là? Enfin... Non, j'écris jamais. C'est-à-dire, moi j'écris au préalable. Moi, au préalable, je vois dans ma cuisine, je ne sais pas du tout si c'est intéressant. Mais moi, je me suis juste raconté des histoires, des anecdotes pour nourrir. Et puis j'ai évidemment pensé à Paul et j'ai imaginé beaucoup de choses, juste pour être prêt. Il faut juste être prêt à sortir, avoir des histoires à raconter, enfin, en tout cas à créer un lien. Et je me suis juste dit que j'avais quelque chose je venais pour dire quelque chose. Et surtout, je me suis dit dès le début que si ça ne me va pas, je m'en vais. Parce que moi, mon souci principal en tant qu'acteur, en tout cas en imaginant le résultat,
C'était pas tant ce qui devait être dit, c'était pas justement, ça devait pas passer par les mots, c'était pas ça qui était intéressant. C'était quelle émotion faisait que j'étais là et pourquoi je restais là. C'était ma seule préoccupation. Après moi, j'ai été très surpris quand j'ai vu le résultat de justement de la manière dont je parle. J'aurais pu imaginer, comme pour Paul, comme pour moi, qu'il y ait des hésitations ou des bafouillements ou des choses où on cherchait. Et en fait, ça s'est pas, je m'en suis pas rendu compte au moment où on l'a fait, mais ça ne s'est pas produit. Mais parce que je me donnais, et je pense que Paul c'est pareil, on se donnait juste le temps d'écouter ce que dit l'autre et je réfléchissais à ce que j'allais répondre, je réfléchissais quoi. Je n'avais pas préétabli une réponse, donc j'essayais juste. C'est dans le sens d'écrire pendant. Ah bah écrire pendant tout le temps. Moi je m'étais juste donné des. Je m'étais moi c'est l'émotion, c'était le sentiment qui m'importait. Donc, qu'est-ce qui fait que je suis là et pourquoi je suis là? Enfin, c'est des trucs bateaux de cours de théâtre, hein. Mais pourquoi je ne pars pas et qu'est-ce que j'ai à lui dire pour pas que justement ce soit un truc qui s'envenime dans un truc qui ronronne, voilà. C'était ma hantise. C'est pour ça que je l'ai préparé à l'avance avec Paul. Il se trouve qu'on n'a pas préparé tant que ça, on a un peu préparé. Après, il y avait quand même cette ressource du fait que je le connaisse quand même très bien, qu'on a quand même une histoire commune d'emblée. Donc évidemment, on se sert du réel et que ce que j'ai à lui dire, ça, moi en tout cas, je me promène dans ce que j'ai à lui dire, qui est vrai ou fiction ou pas. Ça me regarde, mais en tout cas, j'ai... Vous savez aussi comment il allait réagir? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Non, après, je connais pas le directeur, j'ai déjà joué avec lui, donc j'avais des craintes. Mais même ça, pour moi, le principe de l'improvisation, c'est que tout sert à l'improvisation. Donc il faut toujours être au présent et avec des vraies pensées. Enfin, j'ai l'impression de parler un cours de théâtre, mais c'est des vraies pensées et des pensées relâchées et transformées. Mais ce qui me semblait important, en tout cas, c'était pas de parler pour parler. Donc, moi, et ça, je pense qu'en vrai, ça devrait toujours être le cas. Et évidemment, quand un film est dialogué, le travail de l'acteur, c'est de savoir quand est-ce qu'il a la nécessité de dire les choses. Et ça, c'est plus délicat par rapport à la logique d'un film, d'un découpage, etc. Là, ce qui était bien pour moi, dans ce principe d'improvisation, c'est que je pouvais m'accorder l'idée de parler que quand j'ai besoin de parler. Finalement, ça devait être un soulagement, là, ce ressort soudain, tu n'es pas mon fils, ah yes. Alors, je l'ai pas du tout pris, sur le moment, je ne l'ai pas pris comme un soulagement, je me suis vraiment dit, là, il est passeport, quoi. J'ai trouvé que c'était vraiment un petit... qui me coupait l'air sous le pied d'une manière un peu passeport, quoi. Donc, mais pareil, c'est-à-dire très vite, ça fait partie de l'improvisation, et je me suis juste dit, cette émotion, c'est des passeports, bah voilà, on en fait quelque chose. Mais le fait de me taire m'est venu soudainement. C'est pareil, c'est pas anticipé du tout, évidemment. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, là, j'ai plus besoin de parler. Ou il ne répond pas à ce que je dis, voilà, donc je ne parle plus. Quoi. Parce que j'avais pas la possibilité non plus de partir. Là, le dispositif final, que j'étais sur cette chaise longue qui me barrait la route. Voilà, donc... Mais en tout cas, en tant qu'acteur, moi, c'est un travail qui a été vraiment passionnant et vraiment enrichissant. Je ne me suis jamais senti aussi bizarrement très, très concentré. Ça demande vraiment une grande concentration, mais aussi libre, notamment mon travail avec Bécaye. Parce que justement, les autres films que j'ai fait avec lui sont extrêmement écrits, avec des mots, des jeux de mots, des choses qui sont parfois un peu compliquées en tant qu'acteur, et qui m'a imposé ça, et j'aime qu'on m'impose des choses, vraiment beaucoup. Mais là, c'était une vraie... il y avait quand même quelque chose de l'ordre d'une libération de faire cet exercice-là, même si je l'appréhendais beaucoup avant, pendant qu'on l'a fait, c'était plutôt une libération. Mais quand même, avec l'idée, on a fini la journée, moi, je me disais vraiment, il n'y a pas de film. Je ne vois pas ce qu'il va faire de tout ça. J'ai vraiment été très surpris. C'est difficile de parler, je suis dans le film, c'est très difficile d'être jugé parti. Mais moi, quand j'ai découvert le film, évidemment, il y a toute une histoire émotionnelle avec Paul, notre relation, mais j'étais quand même très surpris de la cohérence
de l'espèce de cohérence qui se dessine quand même tout l'univers. Ok, attends, j'arrive à vous. Ah, oui. Pardon, non, on avait une autre question. Voilà, oui. Mais, en fait, Sigrid a un peu devancé ma question sur la question du nombre de prises. Il y en avait une seule à chaque fois. Ah oui. Parce qu'effectivement, je me suis posé la question dans la dernière séquence, celle de la révélation, puisqu'il y a un léger savonnage. La sœur, tout d'abord, est censée connaître l'adoption, et puis quelques minutes après, le père la nie. Et ce qui est passionnant, c'est de voir que finalement, la fiction récupère même ce qui pourrait être une erreur, parce qu'on en arrive à se demander si le père est un affabulateur, s'il est en train de perdre la mémoire, et effectivement, comment dire, ça crée une sorte de suspense direct, parce qu'on est suspendu à vos lèvres en permanence. On se demande ce qui va se passer. La minute qui suit, on ne sait pas du tout si tout peut basculer, si tout peut déraper. Et effectivement, la fiction se construit de cette manière très méticuleuse, très minutieuse, et crée cette espèce de suspens et de permanent. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Et je me suis même posé la question de savoir s'il y avait des balises ou des ports d'attache avant de vous lancer, mais là aussi, tu as répondu, il n'y avait rien du tout. Non, vous lanciez dans le... Déjà, je suis très content d'entendre ce que tu dis. Parce que pour moi aussi, mais ça, je ne sais pas, ça dépend des spectateurs, mais pour moi, il y en a plusieurs des savonnages dans la cohérence de l'histoire. Mais pour moi, ça nourrit un aspect ou affabulateur, ou peut-être sénile, ou peut-être du personnage de Paul. Vraiment, ça nourrit. Il y a des moments, il ne sait plus où il est. Donc, moi, ça me touche beaucoup. Voilà. Je suis content que ça te touche aussi. Et après, des balises, il n'y en avait pas. Il y avait juste, mais elle a foiré. La première, il faisait juste un geste de la main. Normalement, la première scène devait s'achever. Je devais venir m'asseoir à côté de lui. Il se trouve qu'il y a une des deux caméras qui est tombée en panne au moment où je lis le poème. Donc c'est pour ça aussi, c'est pas pour ça que je fais tellement le film, mais que je lis le poème et que le plan est que sur Paul, et qu'on a attendu que Paul finisse un peu sa séquence pour couper, et on a repris, on n'a pas repris, on a continué l'improvisation avec Paul qui a dit, on a fait, voilà, tu viens t'asseoir à côté de moi, ou voilà, tu fais un peu, et après tu viens t'asseoir. Et l'autre balise, je n'ai pas souvenir d'autres. Si, c'est moi qui choisissais quand je lisais le poème, et ça n'avait pas d'idée dans le rythme de la séquence. Le poème est vraiment de... C'est un poème de Paul Vécali. Ouais. Il en a écrit plusieurs. Il y a un recueil de poésie qui existe. Quand tu arrives à mettre il te donne le poème. Il m'a demandé d'apprendre ce Il poème. te dit, t'as un poème à apprendre. Puisqu'on parle de caméra, on peut peut-être interroger Philippe, non, sur la question des caméras. Philippe. Oui. Donc là, il y a deux caméras, ce qui est un procédé inhabituel pour Paul, hein, qui est par principe contre cette utilisation de deux caméras. Là, il y en a deux. Tu peux nous parler un peu de ton travail sur le film ? Bonjour à tout le monde. Bien oui, il y a deux caméras sur ce principe, enfin sur ce film, par principe, pour garder, parce que Paul n'aimait pas faire des chants contre chants. Donc dans son esprit, il n'y a pas de chant contre chant. Il y a deux caméras qui saisissent le moment, la scène, et ensuite il sait se débrouiller au montage, où aller de l'un à l'autre et à quel rythme. Mais étant donné la situation géographique, vu que c'était une improvisation, on ne pouvait pas tourner qu'avec une caméra. On aurait pu faire, mais ça aurait demandé un peu plus de préparation. Et je termine là-dessus. Normalement, l'équipe technique pour faire ce film devait être une équipe pour des raisons budgétaires et pratiques, marseillaise, entièrement marseillaise. Et au dernier moment, tant mieux pour moi, puisqu'il m'a appelé au dernier moment en disant petit, est-ce que tu peux m'aider et trouver une solution parce que je n'ai personne techniquement pour assumer ce tournage. Voilà. Donc je suis très heureux de ce contretemps et d'avoir conclu, puisque c'est son dernier film, et moi j'ai commencé sur Zone Franche. Voilà. Et on a cité tout à l'heure le film de Guillet, où Fabienne participe dedans. Les passagers. Les passagers.
Et voilà, bon, tout ça, ça se lit. Voilà. Et toi, tu as tourné combien de films Avec Paul, oui. J'ai fait un parcours de 27 années avec lui. Donc c'est un peu plus de 30 films, oui, plus de 30 films. Oui. Tous les films cités, les courts-métrages, tout ça, j'ai participé à ça. Et une fois, nous étions dans le sud, dans sa maison, dans sa région. Et Paul a tourné donc 3 films en même temps. 2 longs métrages, un court et un teaser. Ouais. J'en connais pas d'autres. Hein. Qui ont les 2 longs métrages en même temps, et l'ingénieur du son qui était Francis Bonfanti, de temps en temps demandait à Paul, là, excuse-moi, on fait un clap, mais c'est quel film? Voilà. Et ça allait très vite. Là, on a tourné en une journée, mais en général, les films de Paul, ça varie 16, 9, 16 jours, ça va très vite. Et la préparation des gros en général. Merci. Merci pour ce témoignage, Philippe. Déjà, bravo, Pascal, parce que c'est un très beau film, et c'est assez extraordinaire. Hein. Je trouve ce que vous faites tous les deux en tant qu'acteurs dans le film, avec Paul. Et une question, ce que tu as mentionné au début, et tu as dit c'est l'intégralité de l'improvisation qui fait film. Tu dis il y a 1h20 de rush, il y a 1h20 de film. Est-ce que ça c'était un parti pris aussi que vous aviez, ou plutôt que Paul avait quand il fait ce film, ou est-ce qu'il avait envisagé éventuellement, comme il y avait le dispositif de 2 caméras, de pouvoir évidemment faire du montage et éventuellement de sculpter plus la matière, donc de sculpter plus les durées sont sculptées dans le montage, et je trouve que le film est très bien monté, mais est-ce qu'il songeait à ne pas tout garder à un moment donné? Je crois pas. En tout cas, le film est monté. Il y a les gens qui recherchent ça, c'est quand même un rythme le film. Après, je pense que moi je sais juste, parce qu'on n'en avait pas parlé, c'est un film de Paul, il ne me racontait pas comment il envisageait les choses. En revanche, je sais que quand il a montré le film ici à ses amis, certaines personnes lui ont dit tu devrais couper tel moment, c'est un peu long. Et lui, il a dit mais surtout pas, hors de question, je ne peux pas couper un plan séquence. Enfin, une improvisation, je ne peux pas la couper. Le principe du film, c'est qu'on improvise pendant 1h20. Si on commence à trifouiller là-dedans, ça enlève. C'est pas. Lui, il mettait en avant que c'était pas bon pour les comédiens, on ne peut pas couper des comédiens qui improvisent. Et il ne voulait pas trafiquer quoi que ce soit dans ce principe, qui est le principe du film. Et c'est super parce que, moi je trouve que justement le fait que l'improvisation soit conservée, montrée dans son intégralité, ça fait que le film, je trouve, dans la dramaturgie que vous inventez dans l'improvisation tous les deux, ça fabrique un film qui fonctionne à tous les niveaux, y compris sur le niveau qu'intéressait, je crois pas du tout Vecchiali, qui était contre, c'est-à-dire le côté de la psychologie, c'est-à-dire quand tu dis il y a des savonnages dans il y a des savonnages dans l'improvisation, il y a des incohérences et tout ça, il y a des moments où, et puis il y a des temps plus faibles que d'autres, où même en tant que spectateur on peut décrocher parce que on ne sait pas très bien, on a l'impression où les personnages, peut-être les acteurs aussi en sont de ce qui s'invente. Dans la situation de ces personnages-là, dans le film, ça produit quelque chose que moi je trouvais, en regardant le film, je me disais mais c'est génial, c'est super de le conserver comme ça, puisque ça restitue aussi la réalité de ce type de conversation entre les personnes, entre les gens dans la vie, dans des moments comme ça où l'intensité de ce qui se joue dans des retrouvailles, dans des moments où on révèle des choses, où on confie des choses, où on confesse des choses, où on reçoit des choses de quelqu'un de très proche, avec qui, à plus forte raison, on peut avoir une relation difficile. Il y a des moments de descente, il y a des moments où ça se perd, où on sait plus, on hésite, où on ne sait plus ce qu'on dit, puis il y a entre guillemets, c'est pas un bon mot, mais peut-être du léché dans la parole, quoi, ou du étant faible. Et je trouve que ça
crée quelque chose de très vivant et de très beau dans le film, avec les autres strates, avec les endroits où on se dit qu'on vous voit tous les deux être dans un exercice par rapport à sur votre relation d'acteur à réalisateur. Et puis bon, avec les extraits du cancre qui passent dans le film, il y a tous ces éléments-là, mais c'est vraiment un film qui marche sur toutes les strates, et je trouve ça assez incroyable, et ça tient énormément à votre relation, quoi. Donc bravo, quoi. Oui, je suis d'accord. Merci, mais je suis d'accord. Je pense que la matière du film, elle n'est pas verbale, quoi. C'est pas ce qui est dit qui est si important. C'est le rapport de lui et de moi. Donc ce rapport enregistre le comportement, les silences, et voilà. Je pense que si on enlève ça, ça n'a pas d'intérêt. C'est pas justement en ça le film va à l'encontre d'une idée d'un film dialogué, c'est justement pas du tout le projet, c'est justement ce qu'on voit rarement au cinéma, enfin pour moi, c'est un rapport de deux êtres, et le film ne tient qu'à ça, c'est le projet du cinéma, il est là, c'est de filmer quelqu'un qui parle, quelqu'un qui écoute, et deux personnes ensemble, qui n'arrivent pas à être ensemble, ou comment elles vont réussir à être ensemble, et comment aussi on ne raconte pas des histoires, on ne dit pas qu'ils se réconcilient, rien, que les choses ne se passent pas à cet endroit-là, donc c'est très subtil, c'est très simple, mais si on enlève tous les scories, ou ce qui peut apparaître comme des scories, ou des impuretés, ou des choses qu'on dit c'est pas nécessaire, c'est pas efficace, ben on enlève tout ce qui fait justement l'essence ou l'intérêt du film. C'est de voir ce qu'on ne voit pas justement dans une fiction classique. C'est pour moi, j'ai l'impression, c'est le projet cinématographique de filmer ces deux êtres l'un en face de l'autre, l'un à côté de l'autre, et ce qu'ils ont à se dire ou pas, ou ce qu'on pense, on peut l'imaginer, mais comment ils vivent l'un à côté de l'autre. Et ce qui est très beau pour finir, c'est qu'il termine sur un film, un nouveau film improvisé après celui qu'il avait fait avant avec Françoise Lebrun, qui était aussi entièrement improvisé, tourné en une journée. C'est qu'il termine sur un film improvisé, alors que c'est un cinéaste, on sait qu'il était dans ses fictions écrites très précis, et que pas seulement dans l'écriture et dans la direction artistique et tout ça, mais ses collaborateurs racontaient que c'était le découpage et le montage, c'était au photogramme près, qu'il savait qu'il avait une idée très précise de comment la mise en scène allait opérer, fonctionner dès la préparation, le travail avec la musique et tout ça. Et le fait de terminer sur un film qui ne tient que à votre relation, à vos sentiments qui vous habitent et à ce que vous allez fabriquer. Et évidemment, après, comme il y a la possibilité de monter, il y a du montage, donc il y a la recréation d'un rythme de quelque chose, mais c'est soumis à ce qui se produit entre vous dans le moment du tournage et à ce qui s'invente. Donc là, il y a une espèce de dernier pari qui est très beau, et d'une croyance totale dans son cinéma, dans sa vision en tout cas du cinéma. Donc c'est vraiment pour ça très très beau, quoi. Mais je crois que c'est quand même le fruit d'un parcours, c'est-à-dire que si tu finis sur un film improvisé, je pense que ça répond à quelque chose qui a commencé plus tôt, dans des films plus tôt, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un questionnement de la maîtrise, du contrôle. Et c'est marrant que ce soit une conversation entre un père et son fils, avec cette idée du contrôle, et que justement il lâche le contrôle, il essaye de trouver un moyen que le film se fasse sans sa volonté absolue, sans son contrôle absolu. Et c'est quelque chose qui existe déjà dans ces films précédents, en fait. Dans Les Sept Déserteurs, c'est quelque chose qui le travaillait, je pense, on n'en a jamais parlé vraiment fondamentalement, mais je sentais bien que c'est quelque chose qui le travaillait, et que c'est pas un hasard si d'un seul coup le projet de La Chienne, qui était un projet en tout cas extrêmement maîtrisé, et il avait fait tout le découpage, il avait tout était prévu, n'importe qui pourrait tourner le film à sa place, presque. Donc tout le monde a les plans qu'il faut. Voilà. C'est pas un hasard qu'en réaction à ça, il fasse contre la langue. Bien sûr, économiquement, c'est plus simple. Mais je pense qu'il y avait vraiment une quête, une volonté de ne pas d'en avoir moins, et de laisser les choses se faire. Et d'avoir, en revanche, probablement qu'il faut avoir beaucoup d'expérience ou une très très grande confiance pour se dire les choses à moi à venir, on pose la caméra là, il va se passer des choses. Il n'y a pas besoin d'intervenir absolument. Surtout qu'il avait, dans sa carrière, il a eu l'occasion de le faire, intervenir d'une manière assez brillante d'ailleurs. Et que ce soit son dernier film, que ce soit à l'approche de la mort, oui, il y a un truc qui me touche particulièrement dans cette espèce
idée de lâcher prise, quoi. Enfin, je n'aime pas trop cette expression qui est un peu galvaudée. Mais en tout cas, dans cette idée de s'interroger sur et si, voilà, sur ce que c'est que d'avoir une autorité et de lâcher une certaine autorité dans un certain contrôle. Parce qu'il faut rappeler que le film avec Françoise Lebrun, Trou de mémoire, c'était 84. Donc c'était il y a 40 ans. Et vous n'avez peut-être pas vu ce film, mais justement, c'est un film improvisé, le film avec François Lebrun, et qui est très différent de... Bon, bah, je vous encourage à regarder les autres fois. Mais en tout cas, c'est un film... c'est un film justement qui est improvisé, mais qui n'est pas du tout comme Bonjour la Londres. Parce que pour moi, il est improvisé, mais il y a un vrai contrôle de Paul sur l'improvisation dans Trou de mémoire. Ne serait-ce que parce que le principe de départ, c'est qu'il a demandé à Françoise Lebrun de venir qu'elle vienne le retrouver sur un lieu, et il lui avait envoyé une lettre qu'elle avait interdiction d'ouvrir avant le début, enfin avant que la caméra commence à tourner. Donc rien que sur le principe de départ, il y a déjà quelque chose qui est possédé, c'est que lui il a des éléments en main qu'elle n'a pas. Donc c'est pas du tout le même rapport d'égalité dans lequel on est placé dans... Puis c'est un film qui n'est fait que de plans séquences, où ils sont tout le temps, souvent dans mon souvenir, ensemble dans l'image. Ouais. C'est pas la même. C'est pas du tout c'est pas la même grammaire. Et même on peut voir, moi je trouve que c'est d'ailleurs pour moi un des intérêts principaux de Trou de mémoire, c'est qu'on voit le travail du metteur en scène avec l'actrice. C'est qu'on voit déplacer le banc, on la voit, il la met en scène en direct devant nous. Là, le dispositif empêche ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, on est assis l'un en face de l'autre. Il n'y a pas, a priori, il n'a pas la main pour me mettre en scène. En tout cas, on est assis l'un en face de l'autre, mais on est au même endroit. C'est-à-dire, voilà, on est assis l'un en face de l'autre. Oui. Juste, j'avais une question à poser là-dessus sur l'improvisation, parce que c'est pas du tout commun, je trouve. Je pense que c'est le mot improvisation qui prête à confusion, parce que c'est une technique au théâtre, mais on travaille sur des canevas, ou des choses, et là c'est pas du tout le cas. Il y a une prise de risque vraiment qui est totale. Oui, c'est vrai, je trouve ça incroyable. Je vais pas rester ma vie, pardon, voilà. Non, mais dans le sens où il y a une seule prise, quoi, normalement. Oui. Vous auriez pu, je sais pas, faire improviser, puis refaire une prise, et là pas du tout, tout est comme une performance, au sens, comme une performance en art, c'est-à-dire c'est un lieu qu'une fois. C'est cette dimension, je veux dire, qui est très impressionnante, et bravo et merci. Mais oui, je suis d'accord, mais je trouve que c'est l'intérêt, effectivement. Je pense qu'on aurait repris et on aurait fait plein de prises autour de l'improvisation. C'était autre chose, ça avait probablement cafouillé, ça donnait un truc fabriqué, on se dit pourquoi pas l'écrire. Si on commence à improviser dans tous les sens, pour choisir les coups par-ci, les coups par-là, ça n'a aucun intérêt. L'intérêt quand même, c'est qu'on soit dans cette concentration, dans cette tension de la prise unique, que Paul a questionné même sur le fiction, mais en tout cas qu'on improvise en temps réel et en vrai sans réintervenir, sans revenir sur ce qu'on dit, autrement écrit. Enfin, voilà, ça serait mieux. Juste pour renchérir un peu sur ce qui a déjà été dit, mais c'est vrai que le fait d'apprendre juste avant la projection que c'était en impro, j'ai eu un petit gloops, genre ah, et en fait, je l'ai vécu en apnée. Il y a vraiment le temps a été suspendu toute la durée du film. C'était vraiment une expérience intense pour nous aussi. Un petit détour, la construction, le triptyque fonctionne remarquablement bien. Et dans la première scène, le cadre, c'est extraordinaire parce que je ne sais pas quelle conscience tu avais toi du cadre, mais tu ne t'éloignes jamais suffisamment pour que ton sac sorte de l'image et d'avoir ce pendant de cet ancrage et toi qui bouges, il y avait quelque chose de vraiment très fort là-dedans. Et pardon, je fais des petits sauts. Et là, vraiment la question ras des pâquerettes. Mais qu'est-ce qui s'est joué dans les interstices ? C'est-à-dire, vous avez tourné sur une journée, mais il y a 1h20. Qu'est-ce que vous vous dites ou qu'est-ce que vous ne vous dites pas entre les prises quand vous changez de décor? Cette question super, on ne l'a jamais posée. Et effectivement, on ne se dit rien dans les interstices. Dans les interstices, je vois Paul râler parce que ça prend trop de temps.
C'est vrai. Aussi, tu peux le dire, par exemple au restaurant, il devenait dingue. Il y a juste des caméras et machin, et ça a pris des heures, et mais voilà. Et on avait faim. Évidemment, on ne pouvait pas manger, on attendait pour manger. Mais je me souviens uniquement de ça. Mais on ne se parlait absolument pas de l'improvisation ni de quoi que ce soit. D'ailleurs, on ne se parlait pas. Voilà, on est parti de chez lui, voilà, on n'a rien dit. Il m'avait dit juste tu changes. Ce que j'ignorais, je dis ah bon, je ne change pas de costume. Il dit non, enfin je ne garde pas le même costume. Non, t'as pris une douche. Et voilà, c'est la seule chose qu'on a dit. Ok, j'enregistre. Et après, on arrive au restaurant, là, il parle, ça prend des heures. Et c'est vrai que ça prend des heures. Et après, on va au parc, ça c'est assez vite fait, c'est le parc qui est au restaurant. Et il y avait le soleil quand même couchant, voilà. Mais on ne s'est rien dit entre les prises. Oui, alors on avait une autre question. Moi, je voulais savoir si, parce que vous évoquez chacun les souvenirs, mais jamais de souvenirs communs. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez décidé entre vous? Non. Non, on n'a rien, absolument rien sur la matière même, on n'a rien décidé du tout. On s'est rien dit. La seule chose sur laquelle on s'était mis d'accord, c'est la mère et la fille sont mortes dans un accident de voiture. Lui, au début, il voulait m'annoncer pendant l'impro. Et enfin, ça, c'était au téléphone. Et j'ai dit, non, hors de question, ça veut dire que tout le film va être ça, quoi. Ça va être juste le contre-coup de cette nouvelle. Donc, je me disais, c'est pas intéressant, quoi. Et avant de faire circuler le micro, juste pour rebondir sur c'est pas sport de sortir Tu n'es pas mon fils. Mais en fait, quel cadeau. Oui, mais alors ça, oula, j'étais loin, au moment du tournage, j'étais loin de me raconter ça, je n'étais pas du tout dans ces endroits-là. Oui, effectivement, là, aujourd'hui, si je regarde le film, je suis bouleversé, enfin, ça me bouleverse, vraiment, c'est un truc, c'est une déclaration très étonnante. Et puis, ça peut se lier par le cinéma, par l'impro, c'est un truc un peu fou, quoi, ce que je trouve extraordinaire. Mais au moment du tournage, j'étais pas du tout là-dedans, j'étais juste, waouh. De me sécher, je peux rien faire, quoi. Surtout j'y crois pas, quoi. C'est pour être tout à fait honnête de dire ah là tu peux pas, enfin voilà, j'y crois pas, quoi. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très émouvant dans le film, et j'ai l'impression que ce que dit Sarah sur cette scène-là, ça fait écho à ce qu'il y a au début. C'est-à-dire, j'ai l'impression, moi je suis pas du tout familière du cinéma de Vecchiali, et j'étais très émue par ce film, parce que justement, au début, cette histoire, enfin cette rencontre, on a presque l'impression que c'est une rencontre fantomatique, qu'un des deux est peut-être mort. Moi, je me suis raconté que c'était le fils qui était mort et qui visitait le père. En tout cas, il y a quelque chose qui est laissé comme ça. Je trouve que ça fait complètement écho à la fin où il lui dit tu n'es pas mon fils. Parce que c'est comme si on pouvait rentrer ou sortir de la vie et du jeu de la même manière. Et peut-être, je me suis dit que dans ce moment-là, où on a vraiment l'impression aussi que vous jouez, parce qu'on n'a pas parlé de... Moi, ça m'a mise dans un état presque d'euphorie de vous voir tous les deux. Enfin, on sent le jeu qui a pas... C'est au-delà, c'est pas le plaisir, c'est encore autre chose, c'est le jeu. Et je me suis dit que c'était comme un jeu où presque la mort n'avait plus d'importance. Et je trouve aussi très très beau dans cette première scène le fait que, évidemment, je pense à une phrase de Genet où il dit si Rembrandt ne savait pas qu'il peignait son dernier autoportrait, l'autoportrait, lui, le savait. Donc il y a quelque chose qui est déjà contenu de l'absence dans cette scène de retrouvailles du début. Donc je trouve qu'entre ça et la fin, tu n'es pas mon fils, où évidemment tu n'es pas son fils, mais d'une certaine manière, je trouve que tout ça se rejoint, la vie, la mort, et le jeu, et le moment où on en sort, mais en fait on n'en sort pas vraiment. C'est un anneau de Mobius, ce film. C'est un ruban de Mobius. Je suis absolument d'accord. Et je suis très touché que tu dis ça, parce que par exemple, il y avait un défaut technique au départ sur l'étalonnage du film, parce que c'était 2 caméras différentes. Et moi, c'est un défaut technique que je trouvais très très beau, c'est que les plans qui étaient sur moi étaient un peu voilés. Ce qui accentuait pour moi cet aspect fantomatique, qui a été finalement réduit à l'étalonnage, ça a été corrigé pour que les plans soient plus correspondent mieux, quoi. Mais moi, j'aimais beaucoup ce défaut technique. Effectivement, tous les plans sur moi étaient, c'est ça aussi, voilés. En tout cas, c'est pas la même qualité d'image, quoi. Et ça donnait cet aspect fantomatique.
Et l'aspect fantomatique, c'est quelque chose qui existe, enfin, pour moi, de ce que je connais du cinéma de Paul, est absolument présent. Le fait que ce qu'on voit, ce que le film qui se déroule devant nos yeux, c'est soit un rêve, ça n'existe peut-être pas, ou peut-être qu'un personnage fantasme l'autre, c'est un motif qui est récurrent dans son cinéma. Notamment dans Femme-Femme, où on peut absolument imaginer que c'est l'histoire de deux femmes enfermées dans un appartement, pour faire court, très 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 beau film, que je vous encourage à voir si vous ne connaissez pas, et on peut absolument imaginer que l'une imagine l'autre, et qu'elles n'existent pas tous les deux en même temps, ou que l'une est la face de l'autre, enfin, qu'il y a un truc, une construction mentale qui s'effectue, et ça repose sur le même, mais ça c'est très vécalien, cette chose du jeu et du non-jeu. C'est-à-dire on ne sait pas quand est-ce qu'on joue, quand on joue au-dessus du jeu ou quand on arrête de jouer. Mais c'est quelque chose qui est présent dans quasiment tous les films de Vécali. C'est-à-dire que c'est cette chose qui peut être, qui fait qu'au premier abord, probablement, en tout cas je parle pour moi en tant que spectateur, au premier abord on peut avoir une réticence. C'est-à-dire que le film nous met à distance. Parce que lui-même, Paul, nous met à distance le spectateur, parce qu'en fait il ne joue pas sur l'illusion immédiate. Il ne dit pas vous rentrez dans une histoire et je vous la raconte et vous identifiez au personnage. Il dit voilà, on fait un film, c'est clair pour tout le monde, on fait un film. Donc vous voyez devant vos yeux des acteurs, moi je suis derrière la caméra, je suis en train de filmer, et on va voir ce que ça donne. Et donc cette mise à distance peut couper très vite l'émotion. C'est-à-dire on se dit bon ben voilà, on voit un film se fabriquer, c'est un peu perturbant, on n'a pas l'habitude de ça. Mais il se trouve que quand ça opère, et quand ça devient magique ou sublime ou complètement déroutant, c'est que en sachant ça, il y a des moments dans les films, selon les spectateurs, en tout cas moi ça marche, où je décolle, j'oublie, alors qu'il a été absolument honnête avec moi, il a dit on fait un film, la fiction naît devant mes yeux, comme un tour de magie dont je verrai les coulisses tout le temps, mais qui, même si je connais les coulisses, même si je connais le truc, bah, ça marche quand même. Et c'est quelque chose quand même qui est assez récurrent dans les films de Vécali, même s'il a fait des films très différents, il y a quand même cette distance. Alors il y a quelque chose d'un peu paradoxal chez lui, je trouve, c'est qu'en même temps il opère, il garde le spectateur à distance, il ne veut pas que vous vous identifiez immédiatement, et en même temps il n'attend qu'une chose, c'est que vous pleuriez. Donc il veut d'émotion, il veut d'émotion. Et donc il y a ce paradoxe, ce tiraillement assez constant qui fait que ça peut être déroutant, mais que ça peut être aussi magique si on rentre dans sa vision, quoi. D'autres questions, d'autres réactions, commentaires? Non? Merci. Bon. Eh bien voilà. Bravo. Alors, le dernier film de Paul Vécali, et comme la plupart de ses films, est un film absolument unique, est un film singulier, est un film remarquable pour tous les égards que nous avons soulignés. Bien entendu, c'est un film fragile, évidemment. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à vos amis, à être vigilants. On va effectivement accompagner Bonjour à la Lampe d'autres films de Paul et dans les semaines et les mois qui viennent. Et Pascal, tu nous fais l'amitié de revenir, et ça c'est génial. Donc on revoit Pascal dimanche à 18h10, bon, disons 18h pour simplifier. Donc ce dimanche à 18h. Ensuite, lundi 8 septembre, à la séance aux alentours de 20h, et on aura un autre dimanche, le 14 septembre, et ce sera également à la séance de 18h. Donc le dimanche c'est à 18h, en semaine c'est à 20h. C'est simple. Bon, eh bien, merci pour votre présence, merci pour votre participation. Belle fin de soirée.